Ma présentation va être, c'est marqué 15 minutes, mais je pense que je vais être relativement bref et puis laisser la place en fait à la discussion. Et la façon dont je vais procéder, c'est de la suivante. Je vais commencer avec quelques chiffres et la raison pour ça, c'est que je suis épidémiologiste de formation et les épidémiologistes, ils adorent les chiffres. Donc, je vais commencer un petit peu par ça et puis vous présenter ensuite en fait les recommandations actuelles que vous connaissez sans doute de suivi pour les cancers du sein après le diagnostic et puis aussi de parler en fait finalement des modèles actuels de suivi et puis bien sûr l'inadéquation, en tout cas, ce qu'on pense que ce modèle-là est inadéquat en fait pour faire ce qu'on a discuté là ce matin en tenant compte des besoins, des préférences, des valeurs des patients et puis aussi de la capacité du système en fait de suivre de façon adéquate les patients. Et puis finalement, quel est le type de solution alternative en fait pour répondre au mieux en fait aux besoins des patients et puis évidemment concrètement comment on fait la stratification. Alors donc je commence avec ce graphique là qui est en fait l'évolution du taux de mortalité standardisé en fait par l'âge de certains cancers au Canada de 1984 en 2022. Malheureusement, le Québec est exclu ici. Le directeur du programme de cancérologie est parti, mais en tout cas, je profite pour lancer l'importance en fait d'avoir ces données-là parce qu'on permet quand même de suivre. Et à chaque fois, quand vous regardez les statistiques canadiennes sur le cancer, c'est toujours marqué exclu le Québec. Donc ça, c'est quand même important qu'on puisse résoudre assez rapidement ce problème-là parce que ça nous donne quand même une bonne indication de comment les choses évoluent. Mais croyez-moi, je pense que la tendance, en fait, comme on remarque ici, en fait, le taux de mortalité par cancer baisse au cours du temps, ce qui est une excellente nouvelle, encore une fois, comme j'ai dit tantôt, qui est une victoire, en fait, pour la prévention, pour le dépistage et pour le traitement. Donc, ça, c'est quand même une excellente nouvelle. Et puis, c'est des données canadiennes, mais si on regarde au Québec, on observe éventuellement, si on avait les données, on observerait la même tendance. Et puis, la bonne nouvelle aussi, c'est que le survie net à 5 ans, quand on a un cancer du sein, est de 90%. Ça veut dire que autour de 90%, ça veut dire que sur 100 diagnostics de cancer du sein, sur 5 ans, on va avoir quand même 90 personnes qui vont survivre à ce cancer-là. Malheureusement, on en perd un petit peu, mais c'est quand on regarde au cours du temps, ça s'améliore et ça va continuer à s'améliorer avec tous les progrès de la science. Donc ça, c'est vraiment une victoire pour la médecine, une victoire pour l'implication des cliniciens et plus. Et là, ce graphique-là présente le taux d'incidence standardisé sur l'âge des différents types de cancers. Donc, le nombre de nouveaux cas de cancer qui s'ajoutent au cours du temps. Donc, on voit quand même que contrairement à la mortalité qui a tendance à baisser, l'incidence pour le cancer du sein spécifiquement ici, ne baisse pas, mais il y a une tendance quand même qui reste à peu près la même chose au cours du temps. Et puis, il y a des variations un petit peu. On peut voir que ça pourrait, dans certains cas, augmenter. Donc, on est en face d'une mortalité qui baisse, beaucoup, bonne nouvelle, mais d'une incidence qui augmente. Et puis, donc, le corollaire de ça, c'est que le nombre de personnes, en fait, qui vivent avec des antécédents de cancer, de façon générale, et de cancer du sein en particulier, continue d'augmenter au cours du temps. Donc, on va avoir un pool de personnes, en fait, qui va être très important. Et actuellement, on estime qu'il y a 1,6 million de personnes, en fait, qui vivent avec des antécédents de cancer au Canada. Et ce nombre-là va continuer, en fait, à augmenter au cours du temps. Je n'ai pas de données canadiennes sur ces questions-là, mais ça, c'est des données américaines qui sont de 2019, qui montrent en fait le nombre de cas de cancer de personnes avec des antécédents de cancer au cours du temps. Donc, on regarde ici en 2019, il y avait à peu près 17 millions de personnes qui avaient des antécédents de cancer aux États-Unis. Et selon les projections, en 2040, ça va être autour de 27 millions. Et si on ramène les États-Unis, je pense que c'est 10 fois la population canadienne. Actuellement, on a à peu près 1,5 million de personnes au Canada. Donc, si on ramène un petit peu un ratio par rapport au nombre de population, on serait dans la même proportion, en fait, finalement. Donc, le nombre de personnes avec des antécédents du cancer augmente. Donc, ce qui veut dire que les besoins en ressources, en suivi et aussi des besoins complexes vont continuer quand même à augmenter. Donc, en même temps, une bonne nouvelle pour la progression de la mortalité, de la survie, mais en même temps, des enjeux et un défi, en fait, en termes de besoins ou de suivi de ces patients-là. Et donc, ça, c'est les recommandations actuelles, en fait, de suivi pour le cancer du sein.
de l'ASCO, donc la Société américaine d'oncologie médicale, donc qu'on appelle généralement l'ASCO. Donc pour eux, c'est tous les 3 à 6 mois, en fait, dans les 3 premières années, et puis après tous les 6 mois dans la 4e et la 5e année. L'ESMO, qui est l'équivalent européen de l'ASCO, ben, c'est à peu près le même type de suivi. Et puis le NCCN, que vous connaissez sans doute, qui est le National Comprehensive Cancer Network aux États-Unis, qui est quand même produit des recommandations beaucoup qu'on suit, même ici au Québec et au Canada de façon générale. C'est c'est un suivi en fait de tous les 3 à 12 mois en fait dans les premières années. Et puis ça, c'est une association au niveau de l'Allemagne qui est tous les 3 mois dans les 3 premières années et après 6 mois entre la 4e et puis la 5e année, et puis après une année après ces 5 ans-là. Et pour la Société canadienne du cancer, c'est tous les 3 à 6 mois au cours des 5 premières années qui suivent le traitement, et après, c'est une fois tous les 5 ans. Et c'est ça, généralement, qu'on observe, en fait, dans les cliniques de cancer du sein au Québec et au Canada. Alors, le problème avec ce type de modèle-là, c'est qu'on propose exactement la même chose pour tout le monde. C'est-à-dire que le suivi qui est proposé, c'est le même suivi globalement pour toutes les patients, avec l'idée que tout le monde a les mêmes besoins. Le risque d'évolution de la maladie est la même chose pour tout le monde, alors qu'on sait qu'en réalité, on a eu les discussions de tantôt, les patients n'ont pas les mêmes besoins, n'ont pas les mêmes capacités, et donc le suivi devrait être adapté justement aux besoins. Et ça répond un petit peu à votre préoccupation, madame, sur le fait de pouvoir tenir compte des enjeux culturels, des défis culturels, et donc dans cette planification-là. Et donc, l'idée, c'est de se dire, ben, le modèle actuel de suivi ne va pas pouvoir permettre de répondre en fait, aux besoins de ces patients. Et selon les estimations, en fait, il y aura la situation va s'empirer en fait au cours du temps, parce que pour les raisons que j'ai mentionnées initialement, parce qu'il y a un manque de ressources, ça vous le savez. La première ligne est extrêmement débordée, et puis malheureusement au Québec, on n'a pas encore tout le monde qui a des médecins de traitants, malheureusement. Les cliniques d'onco ou de cliniques de cancer du sein sont extrêmement débordées. J'ai l'opportunité de travailler avec le Centre des maladies du sein, qui est un des grands centres quand même tertiaires de maladies au Canada. Et évidemment, quand on entend les échos des cliniciens et des cliniciennes, ben c'est quand même, on est débordé en fait. Et évidemment, il y a une explosion de coûts. Je vois Thomas ici pour le système de santé. Et évidemment, il y a un certain nombre de coûts sociaux pour les patients. Alors, la question maintenant qui se pose, c'est quelle alternative? L'alternative, c'est un petit peu ce dont on a parlé ce matin, c'est CPO, c'est le modèle qu'on propose. Et Didier, vous allez voir dans la littérature, il y a un certain nombre de propositions, de modèles de suivi des patients qui va être personnalisé en fonction du risque ou en fonction des besoins des patients, en fait, au cours du temps. Et dans certains cas, notamment, j'aime bien ce commentaire-là qui dit que finalement, ce modèle-là va permettre, en fait, d'avoir des cliniciens qui vont être contents ou des patients qui vont être extrêmement contents parce que le suivi va leur permettre, en fait, va répondre à leurs besoins, mais ça va être aussi permettre de baisser les coûts. Ça, c'est l'hypothèse qu'on propose. Et puis, il y a aussi ce commentaire-là d'une équipe canadienne qui montrait que, ben, en gros, maintenant, peut-être qu'il est temps de transitionner vers un modèle de suivi qui va être personnalisé. Alors, l'idée, la personnalisation, ça implique déjà qu'on fasse comme une stratification. On va évaluer les besoins des patients. Qui va être plus à risque, qui va avoir un risque intermédiaire et qui va avoir un risque relativement faible. Il n'y a jamais vraiment de risque relativement faible, mais un risque qui va être au niveau de la population générale et à partir duquel on va faire des propositions. Donc, ce risque-là, on pourrait tenir compte d'un certain nombre de facteurs qui va inclure comprendre le risque de récidive, de cancer ultérieur ou des effets tardifs, par exemple, des traitements, la capacité fonctionnelle, les problèmes psychosociaux, la littératie en santé, parce que ça, c'est important. Toutes les patients n'ont pas les mêmes littératies en santé. Et ça va, j'ai bien noté le 5 minutes. Merci, Louise. Et puis aussi la capacité d'autogestion. Évidemment, dans la parole dans CPO, il y a une composante d'autogestion qui est quand même proposée. Donc, il faut qu'on puisse tenir quand même compte de ces éléments-là. Et puis, finalement, je parlais de la stratification de ce type de modèle qui est proposé. Ça a été mis à tester en Angleterre, en Irlande et en Australie. Et puis, qu'est-ce que ça montre? Ça montre en fait qu'il y a une amélioration effective des résultats
de santé pour les patients. Donc, il y a un bénéfice qui est retiré clairement par les patients, une utilisation efficiente pour des ressources du système de santé. Et puis, je pense que pour les gestionnaires, généralement, la question de la réduction des coûts est toujours importante. Donc, voilà, en fait, pour ce modèle-là. Alors, concrètement, qu'est-ce que nous, on va faire? On va proposer quelque chose en 3 étapes. Le premier, c'est d'identifier les facteurs, en fait, qui vont permettre de proposer un algorithme de suivi, en fait, personnalisé en fonction de du risque, en fait. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle, on a une base de données au Centre des maladies du sang, au CHU de Québec, et puis on en aura aussi, je pense, au CHUM et dans les autres sites, à partir desquels, en fait, on va avoir des données sur la survie, les caractéristiques primaires des tumeurs, et puis aussi des caractéristiques individuelles des patients. Donc, on va avoir un corpus de données qu'on va utiliser, finalement, ça c'est côté un peu plus technique, on va utiliser des modèles un peu sophistiqués. Je ne suis pas statisticien, mais on est entouré de statisticiens, donc ce qu'on appelle souvent des apprentissages machines, où on va proposer sur la base de toutes ces données-là, donc des données de vie réelle, on va être capable de savoir quelles sont les variables les plus importantes à considérer quand on veut faire des trajectoires de soins. Ça, c'est la première partie, donc l'évaluation. Et une fois qu'on a fait cette évaluation, c'est de co-construire justement l'algorithme de suivi en fait de ces patients-là en fonction de ce qu'on aura identifié au précédent. Et donc pour cela, on va utiliser, je passe les détails, sinon lui, je sais qu'il doit rester 2 minutes maintenant, faire un Delphi modifié en 3 étapes où on va progressivement arriver en fait à proposer quelque chose qui va être beaucoup plus précis et co-construit avec tout le monde. Et enfin, évidemment, il faut tenir compte de ça. Est-ce que les modèles ou l'algorithme de parcours de soins qu'on propose est acceptable? Donc, pour cela, on va avoir un peu les cliniciens. On a parlé tantôt de résistance éventuellement ou de méfiance des cliniciens par rapport à un certain nombre de procédures qu'on propose. Et donc, on va évaluer justement l'acceptabilité de ces parcours-là qui seront co-construits, bien sûr, avec des cliniciens. Comment ça pourrait se mettre en place? Et puis, évidemment, les patients. Et donc, in fine, on devrait arriver à proposer quelque chose qui ressemblerait à ceci, où on va avoir 3 strates, et c'est ces strates-là que Marie-Pascale vous a montré au début, là, dans le beau schéma, en fait, qui résume le projet, où on va avoir 3 groupes. Donc, le groupe avec le plus à risque, ça va être le groupe le plus restreint, parce que c'est besoin beaucoup plus complexe, un groupe intermédiaire, et puis le gros, et ça, c'est quand même une bonne nouvelle, il va y avoir un risque qui va être relativement faible, et à partir desquels, finalement, ce qu'on va proposer comme modalité de suivi va différer en fonction du risque. Et puis, évidemment, élément important ici, il faut que ça soit en fonction des besoins des patients, des capacités des patients. Donc, il faut que ce soit une décision partagée entre le patient et puis, évidemment, les patients, l'accompagnement, l'équipe clinique, les gestionnaires, tout ça. Donc, il faut que ça soit mis en cohérence. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Il reste 1 minute, mais j'ai terminé. Donc, donc voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc on va reproduire ça avec les données du CHU de Québec, mais on essaiera de reproduire la même chose avec les données du CHUM ici et puis de l'autre site et être capable en fait de proposer un modèle de suivi qui va tenir compte des risques physiques de développer la maladie, des risques d'avoir une évolution péjorative. Et donc, en fonction de ces risques-là, de ce profil de risque-là, on proposera un suivi qui va être adapté aux caractéristiques des patients. On en a parlé, c'est très important de tenir compte de ces aspects-là. Et au final, on devrait être capable de montrer le résultat, comme j'ai mis tantôt, patient satisfait, clinicien satisfait, gestionnaire satisfait, et puis c'est tout ce qu'on cherche. Voilà, merci beaucoup. Alors, il y a des questions ou pas. Donc, finalement, qu'est-ce qui reste pour qu'on soit plus opérationnel, Marie-Pascale Vailly? Oui, c'est ça. Ouais, ma question, évidemment, elle est en lien avec notre projet et puis aussi ta propre expertise dans le domaine. Est-ce que tu peux un peu plus nous parler de tes propres projets et où est-ce que tu en es, toi, Parce que vous avez la chance quand même à Québec d'avoir une banque de données historique assez exceptionnelle. Peut-être tu pourrais en parler un peu plus et nous montrer un peu comment tu es en train de travailler là-dessus. Alors, on a une banque de données, en fait, qui a été mise en place en 1965.
Ah oui, il faut que je fais oui, en 1965, et je pense que j'ai des collègues qui sont allés, qui sont bien conscients de ça. Donc, je vais vous le dire, j'étais même pas né quand cette base de données a été mise en place. Donc, vous voyez un petit peu comment c'est super intéressant. Et je peux affirmer sans risque, en fait, de me tromper, que c'est une base de données unique au monde parce que ça n'existe quasiment pas. Et puis, ce qui était intéressant, on parlait de l'importance de la collaboration. Ça a été mis en place, cette base-là, par un clinicien et puis un épidémiologiste qui se sont dit, ben, à un moment donné, comme on fait à l'époque, en 1965, d'accord, de mettre en place cette base-là. Donc, actuellement, on a plus de 21 000 cas de cancer du sein qui sont répertoriés dans cette base-là. Et pour chaque patient, à peu près 200 variables. Donc, vous imaginez le nombre de données. Évidemment, les données clinico-pathologiques classiques qu'on a, mais aussi des données de questionnaires qu'on prend justement pour renseigner les caractéristiques personnelles des patients. Et donc, ce qu'on va faire, c'est de prendre toute cette information-là parce qu'on peut évidemment se baser uniquement sur le jugement clinique le jugement des cliniciens, parce qu'ils voient beaucoup de patients, de se dire, ben, ce patient, il est plus à risque si, par exemple, il est de grade 3 ou de tel profil. Mais ce qu'on va faire en tenant compte de toutes ces données-là, on va faire une évaluation des risques en utilisant les modèles sophistiqués dont je vous ai parlé tantôt, où on va essayer de voir qui va être à risque, en fait. Ce qu'on va essayer de faire, c'est ça, de faire l'évaluation du risque. Et cette évaluation du risque-là va nous permettre, en fait, de faire le triage, un peu comme quand vous allez aux urgences. Je ne souhaite pas y aller souvent, mais en tout cas, c'est quand vous y allez, ben, on va vous demander qu'est-ce que vous avez, et puis on fait un triage. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on va faire. On va essayer de faire un triage et en fonction de ça, ben, produire en fait le parcours de soins en fonction de ces éléments, en tenant compte encore une fois de toute cette multitude de données des patients. Oui. Bonjour à tous. J'aurais une petite question. Je m'appelle Déborah Pascal, je suis directrice adjointe du programme de la cancérologie au CIUS de l'Est. Oui. J'aurais une petite question pour vous. Merci beaucoup pour votre présentation. Ma question pour vous, c'est, je crois que cet après-midi, on va passer à travers le plan de transition qui a été travaillé avec le programme québécois de cancérologie. Qu'est-ce que vous présentez est très similaire au plan de transition du programme de québécoise de cancérologie. Comment vous prévoyez d'arrimer les travaux qui sont déjà entamés par le plan de transition et le projet que vous êtes en train de présenter? Oui, il y a clairement des similitudes. Ce qu'on apporte, en fait, c'est je ne connais pas très bien le plan de transition spécifiquement, mais ce qu'on apporte spécifiquement, c'est quand même toute cette partie d'évaluation du risque-là, qui est qu'on va utiliser la panoplie de données qui sont à notre disposition pour dire aux cliniciens, est-ce que ça correspond en fait? Parce que finalement, nous, on va avec les différents modèles, les modèles vont nous proposer un certain nombre de choses et on va le présenter aux cliniciens dans la discussion, de dire, mais est-ce que ça correspond à la réalité? Et c'est là où je vois potentiellement des connexions avec le plan de transition en disant, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été identifiés, mais est-ce que ça pourrait correspondre à la réalité des données, avec les données de nos patients? Et donc, c'est là où je vois juste la connexion. Merci pour la question. Il est capable de créer des algorithmes qu'actuellement le ministère n'est pas capable de pouvoir créer. Du fait qu'ils ont cette masse de données qui n'est que au CHU de Québec, qui est nulle part ailleurs, qui est une source incroyable, auquel personne n'a accès, là. Juste en tant que chercheur, tu as accès là. Donc, grâce à un projet de recherche, on va être capable de pouvoir aller chercher de la donnée que personne d'autre n'a et qui va être en soutien à une idée qui est un peu plus conceptuelle, tu vois, sur la manière dont on va faire la transition, on va la mener, etc. Mais là, ça va être basé vraiment sur de la donnée clinique récoltée en milieu réel, etc., au niveau historique. Et puis, évidemment, il faut la faire évoluer parce qu'elle est historique. Donc, il faut qu'elle change, elle va évoluer. On a 2 questions en ligne. Donc, Cécile, Dominique, est-ce que tu peux ouvrir ta caméra et puis ouvrir ton micro? Je crois que c'est ouvert, ça devrait fonctionner. Je ne sais pas si vous m'entendez. Peut-être me faire signe de ton avis si vous m'entendez, oui. Oui, Ben, merci beaucoup pour
Excellente présentation. C'est la deuxième fois que je la vois et à chaque fois, j'apprends quelque chose. Donc, c'est particulièrement intéressant, mais aussi, ce n'est pas des données faciles. Ma question était en lien avec la notion de risque oncologique traditionnel qui a été véhiculée par l'ASCO, où est-ce qu'on se fie au type de cancer, type de traitement, risque de récidive, versus l'évaluation des besoins comblés ou non comblés. Puis je me demandais si vous aviez prévu des réévaluations dans les algorithmes. Est-ce qu'il y a moyen de rentrer ça? Parce que ça ne me semble pas très statique, surtout quand on parlait de ce que la dame parlait avant des transitions. Je ne sais pas si ma question n'est peut-être pas si claire, mais ça va se régler avec le temps, je vous rassure. Elle est très claire. En fait, ce qu'on va faire avec les données, ce que ça donne, c'est comme une base de travail avec des éléments qui vont être beaucoup plus, sur les données qu'on appelle généralement objectives. On va utiliser des données de ce qu'on observe en fait de ces patients-là. Et puis, bien évidemment, il faut les mettre en parallèle avec ce que vous avez parlé, là, le plan de transition. Comment on pourrait le mettre en place? Et puis, finalement, les risques ou les parcours de soins ou l'algorithme de parcours de soins qu'on va proposer, il faut qu'il soit dynamique, il faut qu'il soit évolutif. Et puis, dans certains cas, on peut proposer un certain nombre. Par exemple, alors, je ne sais pas si je peux retourner un peu en arrière. Voilà, ici. On peut être ici, là, considéré comme un risque faible où on va avoir beaucoup plus, par exemple, de l'auto-soin. On va suggérer beaucoup plus d'auto-soin, d'accompagnement et puis de faire des éléments à distance. Mais un patient peut décider en disant, mais moi, je ne me sens pas à l'aise de faire ce qu'on me propose dans cet algorithme-là. J'aime bien être ici. Et c'est tout à fait normal. On peut permettre, en fait, aux patients de pouvoir naviguer entre, en fait, les trajectoires, de pouvoir réintégrer, en fait, une trajectoire si on se rend compte finalement que la trajectoire d'auto-soin, par exemple, ne fait pas mon affaire. Et puis ainsi de suite. Donc, c'est vraiment quelque chose qui ne sera pas du tout statique. C'est vraiment comme une base de travail pour orienter les discussions, pour orienter les stratégies. Et puis, évidemment, ça reste dynamique. Donc, c'est une excellente question et je vous en remercie. Et probablement, si vous pouvez me permettre, ça va être là où les personnes partenaires qui vont travailler vont pouvoir nous guider sur les intervalles ou comment faire ces changements-là. Il y a quelqu'un qui posait une question à cet effet-là. Il y a un rôle majeur à jouer dans la façon dont on va transiter à l'intérieur de ces différents paliers de risque, si on peut appeler ça ainsi. Bien, je vous remercie beaucoup, ça répond à ma question. Oui, mais c'est exactement ça. Et donc, il va falloir aussi voir un peu, une fois qu'on développe l'algorithme, de voir un peu jusqu'à quel point cet algorithme-là est acceptable, est applicable et faisable de façon concrète. Donc, c'est pourquoi j'ai mentionné éventuellement les focus group ou les discussions qu'on va avoir avec les patients, avoir les cliniciens, d'accompagnement pour s'assurer en fait que c'est quelque chose qui peut rentrer dans le système de santé et qu'on pourrait éventuellement l'implémenter de façon concrète. Et c'est ça qu'on va tester dans le cadre de CPO. Et puis, évidemment, garder l'esprit ouvert et puis faire des ajustements dès que c'est nécessaire. Excellent. Oui, bonjour. Alors, merci beaucoup, Herman, pour la présentation. C'est vraiment très, très éclairant. C'est tellement stimulant, votre projet. La question que j'ai, c'est en lien avec le modèle en palier qui est présenté, puis un peu pour faire suite à ce que Madame mentionnait juste avant moi. Où est-ce qu'on voit les patients partenaires? Dans quelle strate dans le risque? Parce que, à mon sens, on peut les voir un peu partout, là, mais puis on parle de collaboration interprofessionnelle, de patients accompagnateurs qui sont impliqués dans les équipes inter. Mais a priori, où est-ce qu'on les voit dans le modèle, les patients partenaires? Les patients partenaires, je pense qu'on peut parce que c'est Ou les patients accompagnateurs, dans le fond, je devrais dire, les accompagnateurs. Les patients accompagnateurs, on voit un petit peu dans l'équipe multidisciplinaire, là, quelque part ici. C'est bien sûr en oncologie, dans les cliniques d'oncologie, ben, on en a parlé tantôt. Il y a cet accompagnement-là qui est proposé. Donc, je le vois vraiment là. Et puis, en fait, le rôle va être un peu plus important pour les patients accompagnatrices ou accompagnateurs à partir, par exemple, pour les gens qui seront dans cette strate-là, où il y a beaucoup d'autogestion, quelque part, qui sera proposée. Dans ce cas-là, je pense que ça serait encore plus, le rôle de cet accompagnement-là serait encore plus important. Mais je le vois, en fait,
pour toutes les strates en réalité. Bien sûr que la strate ici en haut, la strate un peu intermédiaire, parce que c'est pas les mêmes, comment je vais dire, c'est pas les mêmes ressources ou les mêmes personnes qui sont impliquées, mais l'implication des patients accompagnatrices ou des patients accompagnateurs, j'ai un peu de mal avec ce mot, j'ai toujours gardé patient partenaire, mais je vais apprendre, évidemment. Va être crucial, le rôle va être crucial justement dans ces différentes strates-là. Donc, mais c'est un excellent point. Il faudra qu'on garde ça en tête et puis aussi, finalement, on a parlé des proches aidants aussi. Comment on les place ici? Il va falloir éventuellement trouver peut-être que le modèle là ici, là, peut-être que je vais le refaire et puis le rendre encore plus explicite et puis revoir les rôles. Mais merci beaucoup, Linda, pour ta question. Mais même sur la question des strates et la manière dont on va réaliser ces algorithmes, c'est très important qu'il y ait des patients, comme tu le disais, autour de la table, et puis que les patients accompagnateurs comprennent bien comment ils ont été réalisés, ces algorithmes. Ça va faire partie de ce qu'on va discuter dans quelques instants là, sur les parcours d'apprentissage patients. Là, probablement que ça fera partie d'une des dimensions qui devra être explicitée et comprise de la part non seulement des patients accompagnateurs, mais aussi des patients et des proches, pour qu'ils sachent exactement quelles sont les données qui sont rentrées quand on fait ce genre de choses, et puis pourquoi ça a été rentré comme ça, qui a participé à le faire, en toute transparence, pour que justement il y ait une certaine crédibilité dans la manière de le présenter. Puis comme tu dis, après c'est matière à discussion, c'est pas du tout un truc qui est comment dire, prescrit comme étant la norme, là, mais c'est un très très bel outil de discussion. Et puis il y a eu un commentaire aussi fait dans le chat en disant oui, mais pour les patients qui sont orphelins et qui n'ont pas de médecin de famille, comment on fait? Justement, ça fait partie aussi du contexte, et puis ça pourrait faire partie des critères. Moi, j'ai beaucoup aimé ta diapo là où tu mets en place les différents critères que tu veux mettre enfin les facteurs qui peuvent être inclus là, celui avec le carré orange là, où on peut tout à fait aussi inclure aussi la possibilité ou pas d'avoir recours à la première ligne. Est-ce que ça peut être aussi un enjeu? Oui, clairement. Il y a d'autres. Oui, il y a une autre question en ligne, je pense. C'est ça? Est-ce qu'il y a une autre question? Il y a une autre. Non? Je peux pas. Bonjour, je m'appelle Enora Leroux, je suis chercheure en santé publique. Moi, je m'interroge effectivement, ce qu'on comprend, c'est que pour être pertinent, il faudrait que ces strates, elles soient basées aussi bien sur des données dont on dispose aujourd'hui dans les bases médico-administratives, des CHU, que sur des données en fait dont on ne dispose pas. Donc typiquement la littératie en santé, à ma connaissance, c'est pas une variable qui existe dans nos bases existantes. Non. Et donc voilà, moi je me pose la question de comment on fait pour aller récupérer ces données-là et pour les intégrer aux algorithmes. Et donc je me demande dans quelle mesure c'est pas ça qui différencie aussi de ce qui est fait. Et je ne sais vraiment pas ce qui est fait au niveau du ministère, parce que j'imagine que le ministère ne dispose que de données qui sont vraiment basiques, médico-administratives, et pas tout ça sur les risques psychosociaux, l'accompagnement, la littératie, l'autonomie, etc. C'est une question très pratique. Oui, mais je te remercie pour cette question. C'est vrai que ça va être un peu après, une fois que comment ça s'opérationnalise ça de façon concrète. Évidemment, on n'a pas les données de littératie en santé, mais de façon générale, le médecin, quand il propose une stratégie de traitement à quelqu'un, ben, il y a eu le temps, c'est quelqu'un le médecin va rencontrer quand même à plusieurs reprises, donc il est censé bien connaître son patient, de savoir un peu c'est quoi sa catégorie socio-professionnelle, son niveau d'éducation, et ainsi de suite. Et puis, je pense que c'est là où l'adaptation pourrait se faire. Bien sûr, dans la discussion avec le patient, encore une fois, comme je dis, la partie sur la décision partagée, elle est extrêmement importante parce qu'il y a ce que l'algorithme, ou en tout cas la trajectoire de soins, ce qu'on pourrait proposer, mais il y a aussi le jugement du clinicien qui va penser que peut-être que cette trajectoire-là ne correspondrait pas à son patient. Et le patient aussi, à un moment donné, peut dire, mais moi, comme j'ai dit tantôt, moi, vous me proposez ça, mais je préfère peut-être celui qui est au-dessus parce que je préfère être beaucoup plus entouré. D'autres personnes aiment être un peu plus en autogestion. Donc, c'est là où on pourra adapter justement le modèle. Et je laisse la porte ouverte là, à ce niveau-là, pour ces variables individuelles qu'on n'a pas, on ne peut pas vraiment mesurer de façon générale dans ces travaux-là.
et dans la mise en œuvre des algorithmes sur les données objectives, mais de pouvoir adapter en fonction des caractéristiques des patients, des caractéristiques psychologiques, des caractéristiques sociales, des caractéristiques et des préférences, évidemment, in fine, parce que le patient il peut décider que le modèle qu'on lui propose ou la trajectoire qu'on propose ne l'intéresse pas ou il pense qu'il n'a pas les capacités de mettre en œuvre. Mais c'est un aspect qui est extrêmement important. Il faut quand même tenir en compte dans nos discussions et dans la question des discussions sur la faisabilité, sur l'acceptabilité, il faut en tenir compte. Qui devrait travailler là-dessus, de quelle manière, etc. Pour opérationnaliser une très bonne idée, mais comment on le fait. Donc, merci beaucoup. Oui.